Hello, je suis Camille, webmaster Elementor et tech manager. J'aide les entrepreneuses à simplifier leur présence en ligne pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise à travers de la création, de l'intégration ou de la gestion de sites Elementor, mais également de la mise en place et de la gestion d'outils techniques. Dans la pause café, on parle de technique, automatisation, intelligence artificielle, outils, mais aussi de web, en passant par un petit peu de business. Seul ou accompagné, je t'aide à développer ton entreprise et ta présence en ligne sans devenir techphobe entre 1 et 3 lundis par mois à 6h30. Alors j'espère que tu es prête et que tu es bien installée avec ta potion préférée. C'est parti, bonne écoute! Hello, bienvenue dans la pause café. Aujourd'hui, dossier vraiment un peu spécial. On va parler d'un syndrome qui nous touche plus ou moins quand on débute en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, freelance, mais d'un point de vue spécifique aux outils. Je parle bien évidemment du syndrome du FOMO. Donc, dans cet épisode, on va éclaircir c'est quoi le FOMO et en particulier pour les outils. Ensuite, je vais un petit peu te définir 4 pièges à reconnaître où tu peux te dire oula, là je commence à un petit peu tomber dedans. Et enfin, on va terminer l'épisode dans une troisième partie avec 3 petits tips vraiment super rapides pour éviter justement ces différents pièges. J'espère que tu es prête ou prêt et que tu as ta boisson préférée à portée de main. On commence tout de suite. Alors, pour définir le FOMO, je suis allée bien sûr sur Google et j'ai tapé définition du FOMO. J'ai pris le premier lien de Google qui est tout simplement la citation, un article du journal Le Monde dont je vais citer la définition du mot FOMO. Donc FOMO, c'est acronyme de Fear of the Missing Out, on notera l'accent anglais. Le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. On entend souvent parler de ce mot FOMO, syndrome du FOMO, quand on parle de formation en ligne. En tout cas, c'est vraiment là que j'ai découvert ce mot parce qu'avant, je le connaissais absolument pas. Et c'est dans ma première année un petit peu de freelance que voilà, j'ai fait des recherches, j'ai fait un petit peu de veille, j'essayais de me documenter pour avoir un petit peu les bagages pour lancer mon entreprise et j'ai découvert ce mot-là. Le syndrome du FOMO, de façon très très raccourcie, surtout quand ça concerne les formations, ça va être de vouloir acheter toutes les formations qu'on va voir passer sous notre nez parce que on va vraiment angoisser, on va vraiment se dire que sans cette formation, on est voué à l'échec. Sans cette formation, on passe à côté d'une information ou d'une compétence capitale, que sans cette formation, nous ne sommes pas légitimes. Alors, bien sûr, là ici c'est un exemple sur les formations. On a également souvent des fois le FOMO entre guillemets sur tout ce qui est ressources gratuites. Nombre de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses et moi-même quand j'ai commencé à écluser tout Pinterest et dès qu'il y avait une ressource gratuite, un workshop, une masterclass, un challenge, des templates, etc. Franchement, j'étais la première à m'inscrire à la newsletter pour recevoir cette ressource gratuite sur mon ordinateur. Et en ce qui concerne les formations, j'ai acheté énormément de formations. J'ai acheté des formations pour des concours Facebook. J'ai acheté des formations pour faire des photos avec mon téléphone. J'ai acheté des formations pour le podcast. J'ai acheté je ne sais combien de formations pour le design et le SEO. Tu veux que je te dise quelque chose? Je crois que sur toutes les formations que j'en ai, et j'en ai beaucoup, je pense que j'en ai au moins plus de 200, il y en a juste un quart que j'ai dû finir. Je pense que les autres, je ne les ferai jamais, soit parce qu'elles ne sont plus d'actualité, soit parce que elles ne m'intéressent pas plus que ça. Et quand je les ai prises, ces formations-là, ou quand j'ai téléchargé les ressources gratuites-là, je me suis vraiment dit dans ma tête, sans ça, je coule à ma perte. Je suis obligée de prendre cette formation-là parce que ça peut me servir un jour. Je sais que j'en ai avoir besoin un jour. Sans ça, je suis pas légitime. Sans ça, vraiment, je vais pas y arriver. Sans ça, j'aurai jamais les bases, par exemple.
Donc voilà, souvent on dit que ça touche les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses parce que, comme dans mon cas, on débute, on veut vraiment avoir toutes les compétences, on veut vraiment démarrer vite, avoir des clients, avoir un business qui tourne rapidement. Et du coup, on emmagasine beaucoup, beaucoup de choses sans forcément y toucher. Donc on achète une première formation, puis deux, puis trois, etc. Et voilà. Ce syndrome-là du FOMO, ça s'applique aux formations, ça s'applique aux ressources gratuites, comme je t'ai dit, mais ça s'applique également aux outils. Et oui, il y a certaines personnes, et je sais de quoi je parle, vu que j'ai des cas concrets avec mes clients, qui collectionnent des outils. Ces personnes-là, elles collectionnent les outils parce que peut-être elles vont découvrir un outil et elles se disent waouh, cet outil-là, je peux pas passer à côté. Vraiment, peut-être qu'un jour il va me servir. Oh, cet outil-là, tout le monde en parle, il faut que je l'utilise. Pour autant, ce sont des outils, soit qu'on n'en a pas vraiment besoin à l'instant T, soit qui sont pas très pertinents par rapport à notre domaine d'activité, ou pas très pertinents par rapport à nos besoins et nos problématiques. Et j'ai des personnes, et notamment des clientes, comme j'ai dit, qui collectionnent beaucoup d'outils justement à cause de ces pièges-là. Je vais t'en parler juste après. Ce qui fait que ce sont des personnes qui utilisent 35 000 outils différents en même temps. Alors j'exagère sur le 35 000, mais qui utilisent beaucoup d'outils différents en même temps et du coup qui potentiellement vont perdre du temps, vont perdre de l'argent à tester des nouveaux outils, à les intégrer, à faire des migrations et ça risque d'être une usine à gaz, surtout quand on commence, quand on a un petit business, quand on n'a pas encore cette réflexion-là et cette maturité-là, vouloir avoir plein d'outils pour faire tout plein de trucs, un peu comme les grandes boîtes, entre guillemets, c'est un peu comme vouloir avoir le pot de confiture sur la 4e étagère alors qu'on arrive tout juste à attraper le pot de Nutella sur la 1re étagère. Je dirais pas que c'est un fléau, le FOMO des outils, mais c'est toujours la course à je suis les dernières tendances, j'ai toujours plein d'outils. Je vais utiliser Canva, Photoshop, Notion, Make, Zapier, etc., etc. Il y a peut-être des outils que oui, effectivement, tu vas utiliser et qui vont être utiles parce qu'ils répondent à tes besoins, mais il y a aussi certainement des outils où, finalement, tu vas les collectionner, tu vas créer plein de comptes, tu vas peut-être même payer des outils en double. C'est-à-dire que tu vas peut-être payer Zapier et en même temps Make, et ça sans t'en rendre compte. Et c'est là où ça peut devenir vraiment très très grave. C'est quand tu commences à perdre du temps sur des outils, quand tu as vraiment tout un écosystème de tech et d'outils qui est vraiment en mode usine à gaz et que tu ne t'y retrouves plus. Et surtout aussi quand tu perds de l'argent, quand des fois, j'ai des clientes, par exemple, sur leur site WordPress, elles payent parfois plusieurs extensions dans leur version payante, alors que sur toutes ces extensions-là, il en existe peut-être une, certes, qui est payante, mais qui regroupe toutes les autres. Et j'ai des fois des clientes qui ont des extensions qui font exactement la même chose ou alors des extensions qui sont inutiles sur WordPress. Et j'ai plein d'exemples, c'est pas que sur les outils en ligne, j'ai des exemples avec des extensions, bref, je pourrais te mettre énormément d'exemples et énormément de cas concrets dans cet épisode, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je l'ai un peu défini du coup dans cette première partie, mais quels sont les différents pièges à reconnaître ? Comment on va les reconnaître ces pièges-là ? Comment est-ce que tu vas te dire ok, Camille, je crois qu'elle en a parlé dans cet épisode-là, là, il faut peut-être que je fasse attention. Je vais te les dire en fait, ces 4 pièges-là. Le premier piège, c'est vraiment celui auquel, je pense, la plupart des gens pensent quand on parle de FOMO, c'est changer d'outil ou en tout cas collectionner les outils parce que tout le monde en parle. J'ai un très bon exemple avec Notion. Tu vas voir, Notion, il va revenir souvent dans cet épisode-là. J'ai des clientes qui étaient sur ClickUp et sur Asana, etc., où ça leur allait très très bien. Elles arrivaient très bien à gérer leur écosystème sans problème, c'était très adapté à leur situation, mais à force de voir tout le monde parler de Notion, voir des templates Notion, des formations Notion, des vidéos Notion, des comptes rendus Notion, vraiment toute une fanbase, en fait, fanbase de Notion, ces clientes-là, elles ont commencé à se dire, tiens, et si je migrais tout mon Asana et tout mon ClickUp sur Notion ? Est-ce que c'était pertinent sur le moment ? Non, ça pouvait largement attendre, il n'y avait pas besoin de
tout de suite, du jour au lendemain, migrer cet écosystème-là vers Notion. Est-ce que ça a eu un impact bénéfique? Certainement, parce que personnellement, j'apprécie Notion et je trouve que Notion, c'est vraiment un super outil. Mais en soi, mes clientes-là, qui ont décidé de migrer, sans forcément de justification par rapport à la performance, par rapport à je souhaite faire ça, sur Notion c'est possible, mais sur Asana ou ClickUp c'est pas possible. Je pense que c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, et faut savoir un truc, c'est que migrer les outils, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, surtout quand on n'y connaît pas forcément grand-chose, il faut savoir maîtriser l'outil sur lequel on va aller, être à 100% sûr que la migration va bien se passer. C'est-à-dire que on va pas se retrouver en cours de route de migration à se dire « Ah mince, c'est pas possible, juste du coup, je peux pas entièrement faire la migration. » Et se retrouver un côté chez l'un, un côté chez l'autre. Ça, c'est vraiment une horreur. Le piège également dans ce petit, je sais pas comment dire, pas écosystème, mais ce petit truc du tout le monde en parle, donc je vais changer, c'est aussi un peu se faire matrixer à force que tout le monde en parle. Forcément, si tout le monde en parle, s'il y a beaucoup de contenu, c'est que forcément c'est bien, donc je dois aller là-bas. Mais, encore une fois, est-ce que tu as le temps de te former à Notion? Est-ce que vraiment Notion te convient? Parce que ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, finalement, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour Notion, je le dis. Il y a certains business qui ne sont pas faits pour Notion. Notion n'est pas forcément la solution à tout. Il y a énormément entre guillemets, d'alternatives à Notion. Notion n'est pas fait pour tout le monde. Et peut-être qu'un business qui ira très bien sur Notion, ça sera ok, pour autant peut-être que la personne, peu importe le temps qu'elle y met, qu'elle y passe, peut-être que finalement ça ne passera pas. Et donc le fait comme ça, dès qu'il y a un outil en vibe, un petit peu d'aller directement dessus, c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie perdue. Voilà, donc premier piège à reconnaître. Si tu as tendance à, dès qu'un outil commence à être un peu trop populaire, à vouloir tout de suite foncer dessus, etc., calme-toi, tu peux le tester, tu peux regarder un petit peu ce qui se fait et si c'est bien, mais ne te dis pas tout de suite, après avoir vu 10 articles, 12 vidéos, on migre dès ce soir. Genre dès ce soir, on migre tout. Ça se travaille, il y a de la réflexion, il y a aussi une stratégie derrière de migration, on n'y va pas tête baissée. Deuxième piège à reconnaître, c'est changer d'outil pour toujours avoir des outils plus beaux. Alors, je suis une très mauvaise exemple. Tu vas voir, tous les pièges que je vais t'énumérer, ce sont bien sûr tous les pièges que je suis tombée dedans. Voilà, comme quoi on apprend de ses erreurs finalement. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ce que j'ai fait. J'ai changé d'outil pour avoir un outil plus beau. Quand je me suis lancée, je suis allée sur Sendinblue. Maintenant, ça s'appelle Brevo, il me semble. Sendinblue, franchement, j'aimais pas du tout le design. C'était moche, c'était froid, c'était pas beau du tout. Je n'avais aucune envie d'écrire des newsletters. Déjà, j'aime pas écrire les newsletters. Je préfère le format audio que le format écrit ou vidéo. Donc, j'ai été tester plein d'outils de mailing, les plus beaux les uns que les autres, ConvertKit, Mailchimp, etc., etc. Et finalement, je suis allée sur MailerLite, parce que MailerLite, c'était entre guillemets le moins cher, avec plus de fonctionnalités dans la version gratuite, mais c'était aussi également un outil qui me paraissait très beau visuellement. Changer d'outil pour avoir l'outil le plus beau, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir un outil très très beau, mais pas très complet, pas très optimisé, avec un support haché, soyons clairs, mais il est beau. Alors que d'un autre côté, tu peux avoir un outil qui est très moche visuellement, franchement ça donne pas envie, mais il a de bonnes performances, le support il est correct, il tient la route et il répond à tes besoins. La question que tu dois te poser là maintenant, c'est est-ce que tu préfères avoir un outil beau ou c'est un outil qui n'est pas forcément adapté à tes besoins, à tes problématiques, et où tu vas peut-être galérer à le prendre en main, et peut-être que tu auras des problèmes et que le support ne sera pas à la hauteur? Ou est-ce que tu préfères avoir un outil moins beau, peut-être un petit peu plus moche, voire complètement moche, qui est pour autant efficace,
qui rentre dans tes besoins, dans tes critères. Je fais le lien là avec Make et Zapier. Pour information, début février, Zapier a changé un petit peu leur version gratuite et je crois qu'ils ont aussi baissé leur prix un petit peu pour se mettre par rapport à Make, pour se raligner un peu par rapport au marché et par rapport à Make surtout, parce que Zapier, Make, c'est un peu les... Voilà, bleu, rouge, chaud, froid, quoi. On va pas se mentir, l'interface de Make est affreuse. Pour quelqu'un qui fait pas de la tech, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément les API, on va dire une personne lambda, Make fait peur. Le tableau de bord, il fait extrêmement peur. Moi, je serais quelqu'un de lambda qui connaît pas trop les API, Make, je n'y vais pas. Je préfère payer 10 fois plus cher Zapier, sachant que j'ai pas regardé les prix, donc entre guillemets, 10 fois plus cher Zapier, mais avoir un truc beau, avoir un truc accessible, simple, qui soit clair pour quelqu'un de lambda. Donc, tu vois, là où j'essaie de te dire, c'est que potentiellement, tu as un outil comme Make qui est pas très très beau, qui franchement rebute un peu, mais qui rentre dans ton budget, qui rentre dans tes critères, où on peut faire plein de choses. Et à contrario, peut-être que tu as des outils qui sont très très beaux, mais qui sont très très chers, et où tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux dessus. Donc là aussi, il faut faire attention à pas tout le temps changer d'outil pour aller chercher toujours celui qui est le plus beau. Parce que des fois, soit on va perdre de l'argent, soit encore une fois, on va perdre du temps à essayer de prendre en main l'outil qui est super beau, de migrer sur cet outil très très beau, et au final de se rendre compte que peut-être qu'on a moins de liberté, moins de fonctionnalités, et on va se retrouver coincé. Donc ça, c'est le deuxième piège. Le troisième piège, c'est un piège encore que j'essaye désespérément de me limiter, je suis toujours en train de travailler dessus, c'est de vouloir changer d'outil par lassitude. Il y a des gens, certainement comme moi, qui se lassent très très vite. Et quand on utilise un outil depuis très très longtemps, on commence à se lasser d'avoir toujours la même tronche en face de nous, à se lasser d'avoir toujours le même outil, à l'utiliser toujours de la même manière. C'est vraiment de l'automatisme. On n'a plus un petit peu cette flamme, cette petite pépite de découverte, un peu comme quand tu as acheté un nouveau jeu et que tu as enlevé le blister et que tu as ouvert la boîte et que tu as mis la cassette dans la console. On n'a plus ce petit truc. Ça fait 15 000 fois qu'on ouvre la boîte de jeu, ça fait 15 000 fois qu'on recommence, je sais pas, un jeu Zelda, Pokémon, on le connaît par cœur à force, on l'aime, on l'apprécie, mais il n'y a plus ce petit truc, tu vois. Et on commence par se lasser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on va commencer à se lasser, on va essayer de chercher un autre outil. Et puis, on va peut-être trouver un autre outil. Et on va peut-être se dire, tiens, cet outil, il est vachement bien. Tiens, je vais le tester. Et donc, on va tester un nouvel outil. Un peu comme si on testait un nouveau jeu. Et puis, après, on va se dire, tiens, je vais migrer. Parce qu'on est las d'utiliser notre outil actuel et qu'on aimerait changer d'outil pour nous occuper. Parce que on a cette passion de découvrir un nouvel outil, parce que ce nouvel outil, c'est comme un nouveau jeu qu'on n'a jamais vu. On veut savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, comment ça fonctionne, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Et vraiment, la lassitude en ce qui concerne les outils, c'est vraiment traître, parce qu'on se dit toujours, oui, je teste l'outil pour voir que, et au final, on le teste 3 heures, et au bout des 3 heures, on se dit, ok, je vais changer entièrement. J'ai un exemple parfait, encore une fois avec Notion, je suis désolée, mais Notion c'est clairement un excellent exemple dans la lassitude. Nombre de fois où on a un tableau de bord vraiment adapté à notre besoin, adapté à notre business, adapté à nous. On a mis du temps à avoir notre espace Notion, nos bases de données, nos tableaux de bord, il y a tout qui est automatisé avec Make, en natif, tout communique ensemble, production de contenu, gestion de clients, projet, objectifs, perso, qu'est-ce qu'on va manger demain, les films qu'on doit regarder sur Netflix, bref, tout y est sur cet espace Notion. Et à force de l'utiliser, cet espace Notion, on va peut-être avoir un petit peu de lassitude. On va plus avoir cette pépite de « Ah tiens, je vais créer un nouvel élément. Ah tiens, il est connecté dans une base de données, c'est trop cool. » On peut faire tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de le modifier, cet espace Notion, alors qu'il est très très bien. On ne peut pas faire plus actuellement. En tout cas, nos besoins ne nous permettent pas de voir plus loin. C'est ça que je vais essayer de dire. Et donc, on va s'amuser à modifier l'espace Notion. Alors, on va essayer de le modifier nous-mêmes.
Puis ensuite, on va trouver ça un petit peu long, donc on va essayer de trouver des templates. Et là, on va prendre des templates gratuits, on va les importer, on va les modifier. Ça va changer entièrement la structure de tout notre espace Notion. Ensuite, on va se dire, ok, les gratuits c'est bien, mais tiens, qu'est-ce qui se fait en payant? Puis là, on va avoir des templates payants. Et là, on va commencer à payer des templates Notion. Je n'ai rien contre les templates payants de Notion. Hein. C'est pas ça que je vous démontrer là. Mais on va commencer à acheter 1, 2, 3, 4 templates. Et on va collectionner les templates Notion. On va faire un boogie-boulga de templates Notion pour faire notre espace. Et au final, notre espace, ça va être un gros sac de nœuds entre notre ancien espace qui marchait très bien, les nouvelles parties de ce nouvel espace qui est en train d'être créé, avec une multitude de templates qui sont pas faits pareil, surtout, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la réflexion, de la structure, donc il faut se l'approprier, changer les formules. Souvent, à titre personnel, c'est des templates Notion anglais, donc il faut que je traduise et il faut que je modifie les formules et tout. Bref, c'est un bordel sans nom, et au final, on passe notre temps, de manière générale, à modifier notre espace Notion. Toutes les semaines, on rajoute une base de données par-ci, on connecte un truc par-là, on se dit « Ah tiens, ça serait bien », et on s'arrête jamais, finalement. Tout ça parce que on a peur de la lassitude, on a peur de rentrer dans une routine au niveau de cet outil-là. Donc voilà, ça c'est le 3e piège, il faut faire très attention. Si jamais tu as un espace Notion et que tout roule sur cet espace Notion, vraiment il te convient à 200%, crée-toi un autre compte Notion pour tester ou pour faire, je sais pas, d'autres espaces Notion, d'autres tableaux de bord pour suivre ton activité, etc. Mais ne fais pas ça depuis le tien directement. Ou alors, sois vraiment sûr de vouloir refondre ton Notion, c'est-à-dire que ça a été, encore une fois, réfléchi, préparé, avec les besoins en amont que tu voudrais intégrer, etc., etc. 4e et dernier piège à reconnaître dans le FOMO des outils, c'est de vouloir toujours trouver l'outil le plus performant, alors que celui qu'on utilise, il fait très bien le job. Alors, ça fait un peu écho par rapport à l'outil le plus beau, mais je veux vraiment séparer les deux. Il y a des personnes qui collectionnent les outils parce qu'ils veulent toujours avoir l'outil le plus performant, l'outil avec les dernières fonctionnalités tech en vue, l'outil avec la dernière version de l'intelligence artificielle, peu importe. Voilà. Sauf que, à force de courir, et de trop courir surtout derrière leur performance, on finit par se perdre, on finit par faire une usine à gaz. Vouloir toujours avoir la performance, c'est aussi ne pas prendre le temps de tester un outil en particulier, mais c'est aussi ne pas prendre le temps de se poser, de lister ses besoins et de lister ses problématiques. Je répète depuis tout à l'heure, depuis le début que tu as lancé cet épisode, besoin, problématique, parce que c'est vraiment la base pour trouver un outil. Il faut définir ses besoins et ses problématiques, mais ça, je t'en parle un petit peu plus tard ou dans un prochain épisode de podcast. Donc, voilà. Le plus performant, c'est très très bien, mais des fois, c'est une usine à gaz. Petit exemple que j'ai là, le nouvel navigateur Arc. Il y a un navigateur qui est arrivé sur Mac, qui s'appelle Arc, qui a révolutionné les navigateurs. En tout cas, de ce que j'en ai vu, parce que je suis pas sur Mac, je suis sur Windows, ça a révolutionné les navigateurs, que ce soit en termes d'expérience client, en termes de design, en termes d'intelligence artificielle, pour aller plus vite, de productivité, etc. Franchement, ce navigateur, c'est vraiment une pépite. La version Windows est arrivée en bêta fin janvier, début février. J'ai pu la tester sur Windows. Elle n'est pas aussi complète actuellement sur Windows à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, donc début février 2024. La version de Arc Windows n'est pas aussi complète que la version Mac. Du coup, pour ceux qui ont Windows, ça change pas. Il n'y a rien de plus waouh que ça. Je dirais presque que Edge fait tout aussi bien. Mais là où est mon exemple, c'est que Arc, je le trouve vraiment incroyable. En tout cas, sur Mac, ce qu'on nous vend, c'est du rêve. En plus, le site, il est vachement bien fait. J'aime beaucoup le site, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait, en fait, tout simplement. Et vraiment, je trouve que Arc, c'est vraiment un navigateur qui est très, très, très performant. Il est sur Chromium, comme beaucoup de navigateurs, mais je trouve qu'il se démarque énormément. Pour autant, quand je regarde dans l'ensemble, en tout cas, toujours une fois
sur Mac, parce que sur Windows, il n'y a pas tout. Il m'angoisse, en fait, Arc. Parce que oui, je le trouve extrêmement performant, à un niveau vraiment incroyable. Pour autant, je me dis, il fait beaucoup trop de trucs, il y a beaucoup trop de fonctionnalités. Si je l'installe sur Windows et qu'il est aussi complet que sur Mac, je passais 3 plombes à vérifier tous les paramètres, à tester que tel paramètre qui est activé, ça fait ça, de chercher comment est-ce qu'on peut enlever ci, comment est-ce qu'on peut afficher les favoris, comment... Je vais perdre du temps et ça va me fatiguer pour rien. Donc oui, je vais garder la version Windows sur mon PC portable pour le tester, parce que j'adore tester des outils, mais je vais rester sur Edge, je ne compte pas migrer sur Arc, je suis désolée, parce que oui, Arc il est performant, mais Edge, vu comment j'utilise les navigateurs comme une personne de 82 ans, c'est-à-dire pour aller sur Internet et mettre des favoris, et installer quelques petites extensions, c'est tout. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir de l'intelligence artificielle pour m'aider dans mes recherches. Je n'ai pas besoin d'avoir des collections. Je n'ai pas besoin d'avoir mes emails dans mon navigateur. Je n'ai pas besoin d'avoir l'actualité dans mon navigateur. Je n'ai pas besoin de créer des dossiers dans mon navigateur. J'ai des dossiers dans les favoris, ça va très très bien. Voilà, mes besoins me conviennent très très bien. Et du coup, le truc que je veux vraiment ressortir de cet exemple-là, parce que j'ai l'impression que je m'éloigne un peu, c'est que effectivement, dans notre exemple-là, Arc, il est très très bien, je le redis, ça fait 6 fois que je le dis, mais encore une fois, même s'il est performant, est-ce que tu vas avoir suffisamment la main? Est-ce que tu vas suffisamment te sentir à l'aise? Est-ce que tu vas pouvoir le prendre rapidement en main? Est-ce que tu vas pas patiner à tester toutes les fonctionnalités, etc., etc. Donc c'est bien de vouloir trouver le plus performant, à condition que ça soit, encore une fois, raccord avec nos besoins, avec nos problématiques, et surtout avec notre temps. Si tu n'as déjà pas le temps pour te reposer, pour ta famille, pour tes amis ou pour tes clients et tes clientes, ce n'est peut-être pas le moment de tester un nouvel outil sous prétexte qu'il est performant, alors que les outils que tu utilises actuellement font très bien le job. Attention, petit disclaimer, je dis pas qu'il faut pas chercher un outil plus performant. Si tu as besoin d'automatisation poussée, si tu as besoin de vraiment quelque chose de très spécifique que tu as besoin d'avoir au-delà de ce que tu as, oui, effectivement, il va falloir chercher un outil un peu plus performant, mais là encore, ça fait partie de tes besoins et de tes problématiques. Si tu me dis, ben voilà, j'ai besoin d'automatisation MailerLite pour d'automatiser des séquences de bienvenue, et que tu es sur MailerLite et que tu me dis, ben voilà, je vais avoir 2000 contacts, est-ce que je dois passer à ActiveCampaign? Je vais te dire non. Prends un abonnement à MailerLite en pro. Si tu fais juste des campagnes pour envoyer des emails de séquences de bienvenue ou autres, donc des automatisations pas trop poussées, tu peux largement rester sur ton outil et prendre l'outil en abonnement, à la place de passer sur ActiveCampaign qui est, à mon sens, un outil vraiment très très performant dans l'emailing, dans le CRM, etc., etc. Bon, j'ai quand même pas mal parlé. On va maintenant, après les différents pièges à reconnaître, je vais te définir, en tout cas te donner 3 tips vraiment rapides pour éviter de collectionner les outils à foison, de ne jamais les utiliser ou alors de passer ton temps à courir derrière les outils. La première astuce, c'est tout simplement d'avoir des informations ciblées. Filtre tes informations pour ne pas être submergé. Utilise des sources fiables et pertinentes. Quand tu entends parler d'un outil, si tu entends parler d'un outil 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu peux commencer à te mettre une petite alerte. N'hésite pas à ajouter cet outil dans ta base de données Notion outils à tester par exemple, ou dans ta base outils, et à ce moment-là tu mets un statut à tester, peu importe, mais commence à un petit peu voir, absorbe un peu les informations que tu vois passer sans pour autant vraiment te concentrer dessus. La deuxième astuce, c'est tout simplement essayer de voir les essais et les retours. Regarde des vidéos sur l'outil que tu as vu en particulier. Essaye de voir s'il y a pas mal de gens qui font des reviews. En général, quand il y a un nouvel outil qui arrive et qui est vraiment assez révolutionnaire et original, entre guillemets, gros guillemets, il y a au moins une dizaine de youtubeurs de la tech qui font des vidéos sur YouTube pour présenter ce nouvel outil.
n'hésite pas à regarder plusieurs de ces vidéos, parce que des fois, on va regarder juste 2 vidéos, mais peut-être que la troisième personne, elle a présenté l'outil sous un différent angle. Peut-être que cette personne-là, la troisième personne que tu n'auras pas regardée, elle va parler d'une fonctionnalité de cet outil qui est vraiment importante pour toi et où tu en as vraiment besoin. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté, ou alors carrément, peut-être que avec la troisième personne, tu vas dire « Ok, finalement, cet outil, oui, il est nouveau, oui, il est beau, oui, il rajoute des petits trucs, mais finalement, bon, je peux rester sur mon outil actuel, il n'y a pas besoin de passer à autre. Je le garde quand même en ligne de mire si jamais il y a des évolutions, mais pour le moment, je m'en occupe pas. » Essaie de voir également les retours autour de toi, surtout si tu es à ton compte, indépendante ou indépendant. Forcément, les outils dans la sphère du business en ligne, il y a de grandes chances pour que tes collègues, entre guillemets, aient testé l'outil ou ont entendu parler ou ont eu des échos. Donc, n'hésite pas à avoir des retours directement des utilisateurs et pas uniquement que des articles de blog et des vidéos YouTube. Déjà, ça te permettra de faire un petit point sur ok, l'outil me paraît beau, ok, j'ai été voir vite fait la page de vente, enfin la page du site, ok, il y a une version gratuite ou ok, d'accord, l'abonnement payant, bon ça va. Voilà, essaye de tester l'outil sans vraiment le tester. Genre juste tu le testes avec les yeux. Tu essaies de te documenter légèrement sur l'outil, de voir des vidéos et de faire des retours. Et la troisième astuce pour éviter ça, c'est tout simplement de faire une réévaluation périodique. En gros, tu as tous tes outils qui sont, imaginons, dans une base de données Notion, ou peu importe, dans un Excel, dans un Trello, peu importe. Ces outils-là, tu vas mettre le statut, est-ce que tu vas le tester, est-ce qu'il est en cours d'utilisation, est-ce qu'on arrête de l'utiliser, est-ce qu'on l'a abandonné, le nom, la date à laquelle on l'a rentré dans la base de données, ça c'est normal, et on va mettre également si cet outil est utilisé en version gratuite ou en version payante. Et à ce moment-là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va également rajouter dans cet endroit, dans cette base de données, les fonctionnalités principales de l'outil. À quoi l'outil te sert réellement? Par exemple, on pourrait mettre dans cette base-là MailerLite. MailerLite, c'est quoi? C'est un outil qui va te permettre d'envoyer des newsletters et d'automatiser des emails. Trafcard, imaginons que tu l'as, c'est un outil qui va te permettre de vendre des prestations, de vendre des formations, mais également de ajouter des gens qui vont acheter justement tes produits de Trafcard dans MailerLite. Donc voilà, ça, comme ça, en ayant une base et en ayant toutes ces fonctionnalités, enfin toutes ces propriétés-là, ça va nous permettre vraiment de voir quel outil fait quoi. Et on va très vite se rendre compte, si on prend le temps de bien remplir à chaque fois, on va très vite se rendre compte que, ah, ok, bah j'ai cet outil-là, et puis j'en ai un autre que j'utilise en version gratuite. Est-ce que je reste sur la version gratuite de l'autre, ou est-ce que je reste sur la version payante, ou est-ce que je reste sur l'un ou l'autre, bref, peu importe. Le deuxième point d'une réévaluation périodique, c'est par exemple de se dire une fois par an ou une fois tous les 6 mois, alors moi je fais tous les 6 mois, de réévaluer tout simplement tes besoins et les solutions existantes. Je fais le truc avec, je refais l'exemple avec MailerLite. MailerLite en version gratuite, tu as le droit, avec la nouvelle version maintenant qui est d'actualité pour tout le monde, tu as le droit à 1000 contacts actifs. 1000 contacts actifs. Imaginons que là, tu es à 800 personnes. Tu vas bientôt arriver à ta réévaluation périodique et tu vas te poser cette question-là. Est-ce que d'ici la fin de l'année, est-ce que dans les 6 prochains mois, est-ce que je vais dépasser ces 1000 personnes? Est-ce que je pense être capable de dépasser ces 1000 personnes? Alors peut-être que tu vas dire non parce que je ne promous pas spécialement ma newsletter, mais peut-être que tu as prévu un lancement avec une masterclass dans 3 mois. Et du coup, il va falloir que tu te dises pendant ta réévaluation périodique, ok, dans 3 mois, j'ai une masterclass. Actuellement, j'ai 800 personnes. Est-ce que ça serait pas bête de potentiellement regarder si on ne change pas d'outil pour un outil mieux, quitte à changer, ou est-ce qu'on augmente tout simplement MailerLite, c'est-à-dire qu'on passe en payant pour être sûr d'être tranquille au niveau des contacts. Parce que c'est pas quand tu vas être en train de préparer ton lancement avec les emails, avec toute la technique, les tunnels de vente, les lignes magnétiques et tout, la préparation de la masterclass, il va falloir se dire « Oh zut, MailerLite, il envoie plus de mails parce qu'on a atteint les contacts actifs, on l'a un tel palier, quoi. » C'est avant qu'il faut faire ça.
Donc, la réévaluation périodique, c'est vraiment important. C'est vraiment là où tu vas regarder les outils avec les besoins que tu as actuellement et dire « Ok, est-ce que dans les prochains mois, cet outil, il sera toujours adapté à mes besoins? Est-ce que j'ai pas besoin de plus ou est-ce que j'ai pas besoin de moins ?» Peut-être qu'à la fin de cette réévaluation périodique, tu vas te dire « Ok, cet outil payant, finalement, je le paye, mais je pourrais très bien aller en gratuit, donc je coupe l'abonnement. » Peut-être qu'il y a un outil gratuit, comme là, dans notre cas de MailerLite, tu vas te dire « Ok, dans les prochains mois, ça risque d'être un peu ric-rac, il va falloir que je le passe en payant. » Ou alors, peut-être que tu vas dire « Ok, cet outil-là, finalement, qu'il soit en gratuit ou qu'il soit en payant, je l'utilise pas forcément, donc je peux le virer. » Entre autres, ça sert à ça que ça sert la réévaluation périodique et ça évite justement de collectionner des outils et qu'à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu vois des grosses dépenses pour des outils que forcément, peut-être tu n'utilises pas totalement. Je prends un autre exemple, il y a un outil qui s'appelle Adevent qui permet de faire des boutons, c'est super pratique pour les masterclass parce que du coup, quand tu vas faire... quand les gens vont s'inscrire à la masterclass, tu vas pouvoir faire sur ta page de remerciement ou dans tes emails un lien. Et quand les gens vont cliquer sur le lien, ils vont avoir un bouton pour ajouter la masterclass, l'événement, dans leur agenda directement. Adevent, ils ont des abonnements mensuels et des abonnements à l'année. Si tu fais pas des masterclass tous les mois, sur 12 mois, tu peux te permettre de prendre Adevent en mensuel. Tu n'es pas obligé de prendre les outils tout le temps en annuel. Et c'est cette réévaluation périodique qui te permet de te dire « Ok, j'ai un outil qui est payant à l'année. Finalement, sur toute l'année, je vois que j'utilise peut-être en version payante, peut-être que j'utilise à fond 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce que ça vaut pas le coup de passer en mensuel, quitte à payer quand j'en ai besoin ponctuellement, plutôt que de payer tout le temps à l'année, dépenser de l'argent pour rien ?» Voilà. Donc ça, c'était les petits tips rapides pour éviter un petit peu de collectionner les outils, d'en avoir plein partout, d'avoir des abonnements partout et de ne plus savoir quel outil fait quoi et où sont tous tes process et comment s'organise et comment s'articule ton business autour de tes outils. Et voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu auras appris plein de choses. J'espère que les pièges à reconnaître, mes petits tips, vont vraiment t'aider à faire le tri dans tes outils. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram en m'envoyant un message sur @camille.davidp15 en me disant avant ta réévaluation périodique combien tu avais d'outils et après ta réévaluation périodique combien tu as gardé d'outils au final sur tous ceux que tu avais. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ta progression tout simplement. En attendant, je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain épisode très très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée et je te souhaite également une très belle semaine. Je te dis à plus tard. Salut, salut. Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!